panel sur la place de la communication sur les risques et engagement communautaire dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles. À l'origine, je devais animer ce panel avec le ministre de la Santé de Centrafrique, le docteur Somsé. Malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement et on a comme coprésident le docteur Ibrahima Sosefal, qui est directeur du programme mondial des maladies tropicales négligées. Je ne vais pas prononcer l'acronyme pour ne pas faire de la publicité, parce que MTN, c'est everywhere you go. Et donc, c'est la personne de référence parce qu'il y a eu beaucoup de succès dans l'utilisation de la communication des risques et l'engagement communautaire pour le succès des interventions de lutte contre les maladies tropicales négligées. Vous vous rappelez les filarioses, l'onchocercose, le trachome. Et donc, il était important qu'il soit à ce panel parce qu'il y a beaucoup d'expériences à partager. Mais il est président et il aura sa parole aussi pour compléter ce qu'il aurait dû faire en tant que panéliste. Mais le panel maintenant sera composé d'environ 6 intervenants. Et je crois que la logistique est en train d'être apprêtée pour tous les 6 réunis. Et donc, dans un premier temps, je vais juste donner un aperçu de pourquoi on est là. Et ensuite, je vais demander à l'ensemble des panélistes, chacun d'avoir 1 minute pour se présenter, parce que les CV qui sont ici, si on doit les lire, c'est seulement ça qui sera le panel. Voilà, pour certains. Et donc, on va faire rapidement comme ça. Donc, aujourd'hui, on est là pour la communication des risques et l'engagement communautaire dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Et c'est très pertinent de convoquer cet engagement communautaire et cette communication des risques parce que l'engagement communautaire, comme vous le savez, c'est un processus de construction d'un partenariat entre des intervenants. C'est généralement des professionnels de la santé quand il s'agit des maladies non transmissibles, des intervenants de la société civile et les communautés qui sont les bénéficiaires. Et donc, dans ce processus, c'est réellement construire une relation de confiance qui va permettre aux intervenants d'utiliser cette relation de confiance pour éduquer, communiquer, informer, mobiliser et engager la communauté à prendre à terme même la place des intervenants dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des problèmes de santé, ici les maladies non transmissibles, en lieu et place des professionnels. Donc, c'est un processus qui, à terme, habilite la communauté à, c'est en anglais que c'est très bien, to be in the driving seat, c'est vraiment que la communauté prenne le contrôle de toutes les activités qui permettent de faire la promotion de la santé et la lutte contre les maladies non transmissibles. Et bien sûr, quand une communauté est engagée, c'est très facile dans le processus de communication des risques d'utiliser les canaux, d'utiliser les messages que la communauté apprécie
d'utiliser les canaux auxquels la communauté fait confiance pour porter les messages de prévention, les messages de lutte, les messages dans lesquels la communauté elle-même sera confortée à faire les meilleurs choix pour leur santé. Et donc, c'est en cela qu'on lie l'engagement communautaire qui permet de faciliter la communication des risques sur une communauté elle-même qui est réceptive parce qu'elle a confiance, parce qu'elle est habilitée. Et donc, c'est de ça que nous allons discuter ce soir avec les meilleurs experts de la question en Afrique et à travers le monde. Et je vais donc demander à mon coprésident de permettre aux différents panélistes de s'introduire d'abord et ensuite on va commencer avec Madame professeure Sebani. Merci. OK. Donc, merci, Monsieur le co-chair. Je pense qu'on va vite passer à l'action avec professeur Chabani pour sa brève présentation. Merci. Non, je pense qu'on va permettre à chacun de se présenter pour que les uns et les autres sachent qui compose le panel. Et ensuite, on va passer à Chebani. Vous allez faire 3 et après, Okay. Voilà. Merci. Une introduction. Vous avez 1 minute pour dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Voilà, bonjour à tout le monde. Je suis Dr Joseph Barbosa. Je suis médecin. Oh, merci. Donc, je suis médecin spécialiste en santé publique et en gestion des programmes de santé. Donc, je suis représentant pays d'Intrahealth Sénégal. Et également, je suis directeur du projet Cardiofort Dakar, une initiative que je vais vous présenter tout à l'heure. Merci. Bonjour, alors pour être bref, je m'appelle Majda Spani, je suis professeure de médecine, santé publique et chef département à la faculté de médecine de Marrakech, département notamment de santé publique. Et ravie d'être parmi vous. Ok, bonsoir. Je m'appelle Bamba Youssouf. Je suis journaliste, je suis ivoirien, mais je suis ici en ma qualité de président du comité exécutif du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, appelé REMAPSEN en sigle. Je présente aujourd'hui dans 27 pays de l'Afrique de l'Ouest, du centre, du Nord et de Madagascar. Nous travaillons autour des questions de santé et de l'environnement sur la communication à améliorer davantage en Afrique. Merci. Bonjour à tous, je suis Mboua Lucille, originaire de Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que mon parcours professionnel s'est arrêté il y a quelques semaines ici au Sénégal, après avoir été représentante de l'OMS au Sénégal. Et je profite pour saluer tous mes frères et sœurs, mes parents que j'ai eus ici. Merci. Merci. Moi, c'est Mariam Sodendiaï. Je suis géographe de la santé, spécialiste de l'environnement et du développement durable, directrice exécutive du REVOCAP. REVOCAP, c'est le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé, une plateforme qui a vu le jour durant la période COVID-19 et qui réunit plus de 400 volontaires, professeurs agrégés, médecins, spécialistes en santé publique, vétérinaires, géographes, socio-anthropologues, des maires, des parlementaires, des étudiants, bref, des badjanougo. Je vois Ngoné applaudir donc, depuis la salle. Donc, c'est une plateforme multi-acteurs
qui travaille sur les questions de santé publique et qui fait la promotion du volontariat et de l'engagement communautaire. J'ai eu également l'honneur et le privilège d'être la plus jeune députée du Sénégal de 2019 à 2022. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Farhan Jaïd, directrice exécutive adjointe de Speak Up Africa. Nous sommes une organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique pour le développement durable, avec quand même un gros focus sur la santé publique. Non, merci beaucoup. Je pense que le coach m'a déjà présenté. Je vais juste aller droit au but, comme l'équipe de Marseille, mais qui ne marque pas tout le temps des buts. Et introduire le professeur Thompson. Le ministre Thompson est en ligne. Je lui donne la parole pour faire donc le co-sharing, la coprésidence. Non, il va intervenir. OK, il va intervenir. Donc, je lui donne la parole. Bienvenue, c'est le ministre. Merci, chers frères, collègues, amis. Je voudrais d'abord commencer par vous saluer tous très chaleureusement, fraternellement. Et c'est vraiment avec un sentiment d'insigne honneur que je prends la parole à l'entame de cette session du Forum de Dakar, qui a pour thème la communication sur les risques et l'engagement communautaire dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles. Je voudrais aussi remercier très sincèrement ma sœur, son Excellence, Madame le ministre d'État, le professeur Awa Kolsek, de m'avoir invité à ces assises. Mais j'exprime mon profond regret de ne pouvoir être des vôtres physiquement et apporter mon soutien à cette initiative africaine qu'est le Forum Galien. D'entrée de jeu, je tiens à confirmer que l'engagement communautaire dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles est déjà une réalité en République centrafricaine, est une option incontournable dans cette lutte. L'engagement communautaire en Centrafrique fait l'objet d'une politique nationale approuvée par le gouvernement en Conseil des ministres et promulguée par décret. Cette politique est ancrée sur un cadre conceptuel qui s'articule autour de 3 piliers interdépendants, c'est-à-dire les personnes, les prestataires et les influenceurs. Les liens de causalité entre ces maladies et les facteurs de risque sont méconnus le plus souvent ou entretenus par nos cultures, nos croyances en différents domaines comme les habitudes alimentaires, l'alcoolisme, la sédentarité. À titre d'exemple, en Centrafrique, la prise de poids est un signe de bien-être. La prise abusive d'alcool est tolérée, même encouragée. Les nourritures importées surgelées abondent, ainsi que les aliments gras qui sont à la mode et sont très appréciés quand considérés comme modernes. Aujourd'hui, nous assistons à une explosion des cas de maladies non transmissibles. Selon les résultats de l'enquête STEP, en 2017, 27% des enquêtés souffrent d'hypertension artérielle. Seulement 3% étaient sous traitement antihypertenseur, 9,5% ont souffert de diabète et seulement 1,3% étaient sous traitement. Aborder ces problèmes de société nécessite la prise en compte de la culture, des croyances qui influent sur nos comportements. Cela ne peut se faire qu'avec l'implication de la communauté dans les actions de santé, à travers la stratégie d'engagement communautaire qui est devenue un levier indispensable pour la résolution de ces problèmes. Les relais communautaires qui visitent les ménages consacrent plus de temps à la communication que les agents de santé dans un contexte fort. La communication crée un climat de convivialité et permet la perception et l'acceptation des messages sur les risques. Dans cette perspective, les sujets difficiles à aborder dans la communication concernant les facteurs de risque, les MT tels que l'obésité, les habitudes alimentaires, dont la perception au niveau de communautés influencées par les pesanteurs socioculturels, trouvent leurs solutions dans l'approche de l'engagement communautaire.
L'engagement communautaire permet également le dépistage précoce, le dépistage et la prise en charge précoce des cas. Les données récentes d'une expérience pilote en Bangui, l'engagement communautaire pour dépister les maladies transmissibles et non transmissibles, a montré un doublement des cas de diabète et d'hypertension comparé aux données des formations sanitaires de référence. Mais il est crucial que les communautés, l'approche communautaire et les formations sanitaires fonctionnent en tandem, puisque les malades dépistés doivent être référés dans les hôpitaux, et ces hôpitaux, ces formations sanitaires doivent être ouvertes, prêtes à les accueillir pour les prendre en charge très rapidement. Souvent, le comportement de nos praticiens, leur indisponibilité, constitue aussi un facteur dissuasif de la recherche de soins par les patients. Voilà, chers collègues et partenaires, chers amis, ce que j'ai cru devoir partager avec vous à l'entame de cette importante session pour marquer mon soutien à cette thématique et mon soutien également à ce forum qui est très important. Avec tous mes souhaits de plein succès et en espérant pouvoir, disons, bénéficier des rapports et des conclusions de cet important forum, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette introduction très riche et qui partage déjà l'expérience dans votre pays et l'engagement politique qui place la communication de risque et l'engagement communautaire comme une politique importante, non seulement pour les maladies non transmissibles, mais aussi pour les autres maladies. Nous allons donc passer au professeur Chebani, qui nous vient du Maroc, qui s'est présenté tout à l'heure. Et la première question, en tant qu'enseignante spécialiste en santé publique et médecine communautaire, vous avez un rôle important à jouer dans le renforcement des capacités. Pouvez-vous nous faire le point sur la place qu'occupe la communication de risque et l'engagement communautaire dans vos enseignements? Merci. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à exprimer mon immense plaisir de faire partie de ce panéliste et de faire partie des participants et des intervenants au cours de ce forum. Et à cette occasion, j'adresse mes vifs remerciements à professeur Awa Marisek pour l'invitation, à l'ensemble du comité d'organisation. Je cite monsieur le professeur Ibrahim Assek, docteur Daya, Fatou, professeur Chouli aussi, Enda Africa, de m'avoir associé à cette aventure. Je n'avais jamais visité le Sénégal ni les pays subsahariens et je suis émue d'être parmi vous. Donc ça, c'est en guise d'introduction. Alors maintenant, du moment que j'ai fait une brève présentation tout à l'heure, j'ai une casquette beaucoup plus d'enseignante et je représente ici un corps qui a le rôle énorme dans le développement de cet engagement communautaire et dans le développement de la communication sur les risques. Donc si j'essaie d'être didactique un peu et de faire aussi la façon d'expliquer ça comme je le fais pour mes étudiants, je vais décortiquer un peu ce terme communication sur les risques et engagement communautaire parce que c'est plein d'enseignements pour justement les futurs professionnels de santé, notamment nos étudiants de médecine. Alors quand on parle communication, tout d'abord, ce terme-là, il renvoie à une compétence. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance qu'on va acquérir facilement et qu'on va transmettre facilement. C'est une compétence qu'on devrait développer auprès de nos étudiants. Alors, qui dit compétence, on communique, oui, mais comment communiquer, c'est ça la grande différence. Tout à l'heure, j'ai entendu le changement de comportement, et Dieu sait combien est difficile de communiquer avec quelqu'un pour le convaincre de changer de comportement. Il ne suffit pas de transmettre des connaissances à la population pour qu'elle adopte un nouveau comportement. Nous étions là durant toute la semaine, nous parlons des facteurs de risque, nous parlons de l'alimentation, mais pourtant, lorsque nous sommes devant des assiettes et devant un buffet riche en sucreries, on n'arrive pas à
s'en empêcher. Donc c'est difficile, c'est quelque chose qui est culturel, qui est ancré, et ça renvoie à cette notion de déterminants de santé qui sont au-delà de ce qu'on apprend au cours du cours magistral ou au chevet du malade. Et donc ceci renvoie à cette notion d'apprentissage durant le cursus de formation médicale et à la place qu'on donne finalement à la communication et au développement de la communication comme compétence à part entière. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits dans certaines facultés pour développer ce qu'on appelle les référenciers de compétences et rendre cette communication conscientisée par les étudiants, par les professionnels de santé, et qu'ils rentrent dans la formation et dans l'évaluation de nos étudiants, au-delà des simples connaissances médicales qui restent dans la rubrique expertise médicale. Donc le stage hospitalier, il pose problème actuellement dans la formation parce qu'il se fait dans le 3e niveau. Et toute la problématique ici qu'on traite, c'est avant de tomber malade. Si on veut aujourd'hui parler d'éviter les maladies non transmissibles, il faut le faire avant que la personne soit malade, c'est-à-dire c'est une population saine. Et là aussi, c'est un autre chemin qu'on peut emprunter, c'est celui de la maladie et la santé. Qu'est-ce qu'on donne comme importance à la santé dans notre formation médicale versus maladie? Donc les problématiques de santé, c'est des problématiques qui sont vécues sur le terrain par la population. Il faut aller sur le terrain, auprès de la population, avec la population et la communauté pour comprendre ces problématiques. Donc là aussi, la deuxième notion dans ce titre, c'est les risques. Alors la notion de risque, pour les étudiants, par exemple, que j'enseigne, c'est l'histoire naturelle de la maladie. Oui, il faut connaître les facteurs de risque, mais qu'en est-il des déterminants de la santé? On n'a pas cessé toute la semaine de parler des autres facteurs qui déterminent soit l'augmentation de ce risque lorsque nous sommes exposés, soit la diminution. Il y a l'environnement, il y a la culture, il y a l'économie derrière, il y a la politique. Est-ce qu'elle est favorable à la santé ou non? Et donc ça aussi, c'est quelque chose de primordial dans notre formation, notre façon de faire face aujourd'hui aux maladies non transmissibles, c'est d'oublier un peu la concentration majeure sur l'approche biomédicale qui va traiter la maladie, qui va prendre en charge le malade comme s'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de connaissances, on va le prendre en charge, vers un nouveau paradigme, changer de paradigme et donner la parole à cette population, l'écouter, une écoute active, une écoute empathique, bienveillante, parce qu'elle est experte aussi dans ces domaines-là. Et il peut être mieux placé pour trouver des solutions à des problématiques où nos médecins, nous n'avons pas encore appris par les sciences biocliniques. Et c'est l'approche biopsychosociale avec la dimension notamment mentale et la dimension sociale de la santé. Ceci dit, notre recherche actuellement et nos travaux de recherche qui sont surtout concentrés sur la recherche clinique, il faut qu'ils s'orientent aussi, ils s'ouvrent vers la recherche populationnelle, vers la recherche d'implémentation pour trouver des solutions notamment à tout ce qui est hygiène de vie, à tout ce qui est problématique d'adoption de comportements favorables à la santé, à tout ce qui est action communautaire, à tout ce qui est démarche à base communautaire, notamment pour donner du pouvoir, partager ce pouvoir de gérer la maladie et de gérer les facteurs de risque avec la population dans une démarche d'empowerment. Alors si je reviens à cet engagement communautaire, comme ça a été dit par Monsieur le ministre tout à l'heure, par les intervenants dans leur introduction, c'est que c'est une approche qui est bottom-up, c'est une approche à base communautaire dans le cadre d'un partenariat. Et nos étudiants, nos professionnels de santé, quelle que soit la discipline, ils doivent dès le bas âge, dès qu'ils sont au sein des instituts de formation, apprendre à travailler ensemble, déjà en tant que professionnels, mais aussi à travailler auprès de la population. C'est pourquoi l'introduction et l'immersion précoce dans la communauté est primordiale de nos jours. Ceci dit, le stage ne devrait pas être à 100% hospitalier ou à 80% hospitalier. Ça doit être un stage d'immersion précocement, avec un bon pourcentage, un bon ratio de passage dans la première ligne qui dit soins de santé primaire, avec l'approche prévention primaire, promotion de la santé et bien sûr tout ce qui est prévention secondaire et tertiaire, elle aura sa place durant les stages hospitaliers. Sortir ainsi vers les milieux de vie, vers la communauté, vers là où vivent ces communautés, c'est les écoles, faire des actions auprès des écoles, c'est avec les associations, avec la société civile, avec les organismes non gouvernementaux, avec les milieux professionnels, avec le milieu de travail, c'est les milieux de vie et c'est là où on trouve ces facteurs de risque d'exposition à long terme pour les maladies non transmissibles.
Alors, j'essaie aussi de mettre l'accent ici sur le modèle de rôle que doit jouer un médecin, que doit jouer un professionnel de santé par l'application de tout ce qu'il dit sur soi en premier. Et donc, cette prise de conscience, elle doit commencer par nous. En l'occurrence, je parle de moi-même et de toute personne qui est consciente de donner ce modèle de rôle, de donner cet exemple. Et je suis sûre que les étudiants, ils apprennent à travers le modèle de rôle plus qu'avec le cours magistral ou les autres outils pédagogiques. Bien sûr, tout à l'heure, il y avait un débat sur la massification. C'est quelque chose qui nous freine actuellement et je pense que l'ouverture de nos universités vers les milieux communautaires, ça permettrait un apprentissage qui est riche pour préparer nos médecins, même s'ils deviendront par la suite spécialistes, à faire face aux problématiques actuelles qui sont les comportements non favorables à la santé. Donc si je résume, pour ne pas monopoliser la parole et respecter le temps, il faut revoir notre parcours de formation, nos curricula, pour qu'elles soient beaucoup plus des curricula qui adoptent l'approche biopsychosociale dès le jeune âge des étudiants, de connaître plus les déterminants de santé, les intégrer dans la réflexion et dans l'analyse des problématiques de santé, et d'intégrer aussi la population dans l'apprentissage des étudiants. Nous avons entendu de patients experts, il y a aussi la population experte. Il y a le membre de communauté qui peut être expert et qui peut enseigner, participer à l'enseignement des étudiants et de nos professionnels de santé par l'échange. Et comme ça, on passerait de ce modèle qui est un modèle d'expert vers celui qui ne sait pas, d'un modèle beaucoup plus de partage de savoir et de partage de décision et de partage de pouvoir de décision. Et donc, la formation devrait être revue, à mon sens, par l'introduction des stages d'immersion en première ligne dès le jeune âge, une recherche populationnelle pour voir quelles sont les démarches qui donnent lieu à long terme à une réduction de l'exposition aux facteurs de risque, et notamment aux prévalences et incidences des maladies non transmissibles, à l'évaluation de ces recherches-actions, à faire confiance, j'ai entendu la confiance par Monsieur le Président de la séance, faire confiance à la population, à son expertise, à partager la décision et impliquer la population dans la décision. Et comme ça, on serait vraiment des institutions de formation responsables sur le plan social et sociétal. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, professeur Sebani, pour cette réponse exhaustive. Vous avez couvert même la deuxième question. Nous reviendrons vers vous vers la fin pour quelques messages clés. Et je me retourne maintenant vers Dr Imbois. Imbois. Je n'arrive jamais à... Elle m'a corrigé pendant 20 ans, je dis toujours Imbois. Imbois maintenant. Donc il y a une sœur et une collègue, donc, bien entendu, et pour nous parler aussi de la communication de risque de l'engagement communautaire. Et Dr Imbois, pouvez-vous nous faire le point sur le rôle de la CREC dans le cadre de l'amélioration de la santé et du bien-être des populations? Merci, Dr Soucy. Je pense qu'avec ce sujet et tous ces panélistes, on reviendra un peu sur les mêmes notions. Mais je voulais dire que vous rappelez que la communication de risque et l'engagement communautaire, la CREC, comme on l'appelle en abrégé, nous le savons, c'est une science sociale et qui s'est beaucoup développée lors des dernières pandémies, celle d'Ebola et plus récemment de la COVID-19. Pour rappeler un peu la définition de la CREC, c'est un échange en temps réel d'informations, de conseils et d'opinions entre experts et des personnes qui sont confrontées à une menace pour leur survie, leur santé ou leur bien-être économique et social. Pourquoi est-ce que je rappelle cette définition? Parce que nous voyons bien qu'elle nous permet de voir que la CREC n'est pas seulement dévolue à la santé. Tous les domaines peuvent être touchés par cette discipline pour pouvoir attaquer les problèmes, les facteurs de risque pour la santé. J'ai vu essentiellement 3 rôles de la CREC pour l'amélioration de la santé et le bien-être des populations. Le premier rôle, c'est que la CREC peut soutenir la lutte contre les maladies en général, les maladies infectieuses, transmissibles, et les maladies non transmissibles. Par exemple, on peut intégrer la CREC au niveau des interventions de lutte et de contrôle des maladies que nous connaissons, telles que le paludisme,
la tuberculose, le VIH-Sida, les maladies tropicales négligées, mais aussi les maladies non transmissibles. Mais la réduction de la vulnérabilité au changement climatique également peut faire intervenir la CREC. L'amélioration de la nutrition des enfants, des jeunes enfants, des femmes et des personnes âgées également peut faire intervenir la CREC. Dans les activités promotionnelles telles que l'allaitement maternel, la vaccination, nous avons vu que la CREC a été pas mal utilisée pour l'introduction et la conduite de la vaccination contre la COVID-19. Mais également, elle peut soutenir la vaccination de routine pour les jeunes enfants et le maintien aussi de l'environnement, aider les populations à avoir un environnement hygiénique et sain. Dans tous les cas, cela a été dit, il est important d'impliquer les populations, les communautés et les mettre au cœur de l'action. Habituellement, nous utilisons les médias, les champions, la société civile pour sensibiliser sur les maladies. Parce que les populations ont le droit d'être informées et de comprendre les risques pour leur santé. Et en retour, recevoir les conseils à appliquer pour se protéger. Je voulais insister sur les personnes qui communiquent. En général, les personnes qui communiquent sont des personnes qui sont habilitées à le faire, à conseiller les communautés. Et ces personnes doivent avoir une certaine légitimité. Mais avec la CREC, ces dernières années, nous avons vu que nous avons renforcé les capacités des agents de santé, nous avons renforcé les capacités des travailleurs communautaires, et je profite pour saluer la présence des Badjenougor, pour pouvoir s'adresser aux communautés afin qu'elles puissent comprendre les risques pour leur santé et leur bien-être et s'engager pour l'améliorer. Mais nous sommes confrontés également à des informations erronées. Et c'est tout ce qu'on appelle l'infodémie, qui avec son cortège de fausses rumeurs, de désinformation. Et souvent, les populations seront perturbées parce que le système de santé envoie des messages et les réseaux sociaux envoient d'autres messages. Et du coup, il y a une rupture de confiance avec les institutions, une méfiance avec les institutions. Donc, je pense que ce problème d'information également doit pouvoir être pris en compte, mais la prise en compte de la perception de la communauté qui doit se faire avec des socio-anthropologues doit permettre de guider, d'adapter les messages et considérer que les communautés, avant que les agents de santé arrivent, ont un savoir-faire, ont un savoir-être. Et ceci n'est pas à négliger. Et il faut vraiment les mettre au centre de l'action. Et comme a dit l'intervenante avant moi, que les populations soient associées à la prise de décision, soient associées à la planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation. Donc pour moi, le premier rôle, c'est vraiment que la CREC va s'ajouter à ce qui se fait déjà pour la lutte et le contrôle des maladies en général. Le deuxième rôle que je vois pour la CREC, elle permet de co-créer, d'établir des partenariats avec les communautés et les individus. Cela a déjà été dit. Parce qu'il faut agir ensemble pour résoudre les problèmes. Il faut agir ensemble pour transformer l'environnement, pour le bien-être ou pour résoudre un problème sanitaire qui se présente. Elle débouche donc la CREC sur un partenariat, une collaboration pour prévenir ou faire face aux fléaux. Mais cette collaboration avec les communautés permet également de renforcer la confiance. Lorsqu'on est partie prenante d'une initiative, on se sent responsable et on peut s'engager de manière beaucoup plus efficace. Le troisième rôle que je vois pour la CREC, c'est qu'elle aide à renforcer la multisectorialité. Pendant longtemps, le secteur de la santé s'est cantonné à son secteur et de plus en plus, nous parlons de multisectorialité et nous voyons comment est-ce que nous pouvons aller vers d'autres secteurs pour les mobiliser afin de lutter contre les facteurs de risque. Et la CREC
nous permet de cela. Parce que pour commencer des interventions en matière de communication de risque et d'engagement communautaire, il faut des données probantes. Il faut recueillir un certain nombre de données auprès des autres secteurs, par exemple des données démographiques, des données socio-culturelles, des données économiques, et c'est ce qui permet de soutenir toutes les stratégies qui vont être développées, toutes les interventions, et aussi, une fois que les interventions sont menées, au moment de les évaluer, de repartir vers ces autres secteurs pour voir des données et voir si il y a eu une évolution. Donc, ce que je peux dire en conclusion pour le rôle de la CREC, c'est que si elle est conduite de manière adéquate, elle peut valablement permettre aux communautés de s'engager activement pour mettre en œuvre des solutions qui leur sont favorables pour améliorer leur santé et assurer leur bien-être. Merci. Merci beaucoup, Dr Mboua. C'est vraiment très complet. Nous avons vu que la CREC ne s'adresse pas seulement aux maladies transmissibles ou non transmissibles. Si on utilise une approche population, vous voyez qu'on peut utiliser n'importe quel port d'entrée pour faire de la promotion de la santé, de la prévention, mais aussi de la prise en charge des malades qui existent dans la communauté. Merci. Je vais maintenant passer à ma petite sœur ou ma nièce. C'est selon donc Mariam Soda Ndiaye. La commercialisation mondiale du tabac, de l'alcool, des aliments transformés et des boissons à teneur élevée en graisse, en sucre et ou en sel sont responsables pour une grande part des maladies non transmissibles. Selon vous, quel rôle peut jouer l'Assemblée nationale pour contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population? Vous voyez qu'on utilise un de vos chapeaux pour aborder cette question. Merci. Merci beaucoup, Dr Socé. Je pense que, à mon humble avis, les assemblées ou l'Assemblée nationale joue et doit jouer un rôle primordial et crucial dans l'amélioration et la santé et le bien-être des populations. Et pour preuve, si on remonte à notre constitution sénégalaise, à l'article 7, par exemple, on nous dit la vie humaine est sacrée, l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Donc, vous allez à l'article toujours 8 de la Constitution, on nous dit que la santé est un droit. Et si on remonte l'historique de l'engagement du Parlement pour les questions liées à la commercialisation du tabac, etc., depuis la 5e législature vers les années 1980, nous avons une disposition législative qui nous permet aujourd'hui, ou bien on a légiféré sur la question du tabac et de la commercialisation, ainsi que la publicité depuis 1980, à travers la loi numéro 81-58 du 9 novembre 81. Également, la loi 85-23 du 25 février 1985. Le Sénégal a ratifié depuis 21 mai 2003 la Convention cadre et on a poussé plus loin avec la loi 2004-36 du mois de décembre 2004 concernant la fabrication, le conditionnement et l'étiquetage, ainsi que des décrets d'application concernant toujours et des arrêtés dans ce sens. Et même hier, aux dernières nouvelles, au niveau du Conseil des ministres, il y a le décret d'application 2016 1008 ou 18 qui a été modifié. Donc, pour dire que l'État du Sénégal, l'Assemblée nationale, depuis très longtemps, travaille sur cette question, pousse également pour améliorer la santé et le bien-être des populations. Et pour cela, c'est dû au rôle régalien que nous a conféré les populations. Pour en revenir, l'Assemblée nationale ou bien le député à l'Assemblée nationale
comme il est dit dans le règlement intérieur en son article 100, est un représentant qualifié de la nation, ce qui nous confère ou ce qui confère aux députés 3 fonctions principales. La première est la fonction de représentation, c'est-à-dire les populations nous ont délégué leur pouvoir pour que nous siégeons ou que les députés siègent à l'Assemblée nationale, portent leur voix là où elles ne sont pas. Deuxième fonction revient à la fonction de vote du budget et des lois. Troisième fonction, depuis le référendum de 2016, il est dit que les députés doivent faire le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Et pour en revenir à mon humble avis, le rôle des députés concernant la santé et le bien-être et concernant les questions liées aux maladies non transmissibles se résume à 3 P. Le premier P est la prévention, le deuxième P, c'est le plaidoyer et le troisième P, c'est la proposition. Comme je l'ai dit, le député est un représentant qualifié, comme le dit le règlement intérieur. Pour moi, doit utiliser les leviers politiques mis à sa disposition pour pouvoir jouer dans la sensibilisation, faire le plaidoyer et faire des propositions. Et comme outil mis à la disposition du parlementaire, on a ce qu'on appelle les missions d'information parlementaire, qu'on peut trouver dans l'article 49 du règlement intérieur. On peut également, le député peut faire des questions écrites, peut faire des questions orales, peut auditionner les ministres, les services techniques, les experts, ou même parfois recourir à une expertise si une question se trouve pas à sa portée. Également, en termes de plaidoyer, et pour le moment avec la commission santé qui s'est engagée à porter le plaidoyer concernant la détaxation des médicaments pour les maladies non transmissibles, également à porter le plaidoyer afin que les médicaments soient disponibles à prix réduit, c'est-à-dire d'aller vers des subventions de ces médicaments qui coûtent très cher. Également, porter le plaidoyer pour l'augmentation des fonds dédiés à la lutte contre les maladies non transmissibles. Et moi, je pense qu'il faudrait aller au-delà et respecter le protocole d'Abuja ou la déclaration d'Abuja qui stipule que 15% des budgets nationaux doivent être consacrés à la santé. Je pense également, compte tenu du plan stratégique du Sénégal concernant les maladies non transmissibles 2022-2025, il est dit dans ce plan stratégique-là, sauf erreur de ma part, que le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles ne dispose pas encore de statut juridique. Donc je pense qu'il est du ressort des parlementaires, il est du ressort des députés de pouvoir porter ce plaidoyer-là pour que le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles dispose d'un statut juridique qui lui permettrait demain de pouvoir avoir toutes les marges de manœuvre et pouvoir faire le travail nécessaire. Également, sous nos cieux, la collecte des données s'avère être un travail fastidieux et le député, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, est un représentant qualifié. Si demain nous voulons investir cette mission de collecter les données au service des populations, je pense qu'on peut faire à travers les missions d'information parlementaire, une revue documentaire, des visites de terrain, auditionner les personnes escalitées pour pouvoir avoir toutes les données qui nous permettront de mieux lutter contre ces maladies non transmissibles. Donc, je pense que le rôle, à mon humble avis, du Parlement se résume ainsi. Maintenant, peut-être lors de notre deuxième tour de parole, nous reviendrons sur les solutions que nous voudrions préconiser à l'endroit de l'auditoire. Merci. Merci beaucoup, honorable, de nous avoir rappelé l'article 7 de la Constitution qui consacre la sacralité de la vie, l'article 8 sur le droit à la santé. Je suis venu avec mes 3 P, la promotion de la santé,
prévention de la maladie et prise en charge. Vous êtes venu avec prévention, plaidoyer et proposition en tant que député. Je pense que l'ensemble va se compléter. On aura au moins 6 P ou 5 P parce que la prévention est donc le bridge, le pont entre les deux. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à mon co-chair, le professeur Meda, qui va continuer avec les autres panélistes. Merci. Merci à notre coprésident. Voilà, la première partie a été passionnante, a duré à peu près 45 minutes. Les organisateurs nous demandent d'arrêter dans 30 minutes. Alors, je ne sais pas comment on va agencer parce que je pense que les autres panélistes qui restent ne sont pas des moindres, mais on sera obligé de leur demander de contracter un peu en 5 minutes, pour nous permettre d'interagir avec le public qui a aussi des interrogations ou des réponses par rapport à cette thématique de CREC, communication des risques et engagement communautaire. Et donc, vous allez nous aider, les prochains panélistes, à ramasser un peu vos interventions pour nous permettre d'avoir une plage d'interaction avec le public. Et bien sûr, on a les meilleurs en communication pour la suite. Et M. Youssouf Bamba, qui a dit qu'il ne voyait rien, mais pourtant, il voit mieux que moi. Je porte des lunettes et lui, il n'en porte pas beaucoup. Et donc, il est le président ou le directeur, président du comité du réseau des médias africains pour la santé et l'environnement. Et nous attendons tous des ministères de l'information et de la communication qu'ils jouent un rôle clé dans la promotion de la santé et dans la communication à la population, aux communautés, des risques qu'elles encourent pour leur santé afin qu'elles prennent les bonnes décisions de prévention et de protection. Et donc, je voulais que vous nous entreteniez sur justement ce rôle et comment les ministères peuvent être le plus utiles possible dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Merci. Ok, merci beaucoup. Je voudrais à mon tour remercier le forum de nous avoir invités parce que nous pensons que le thème qui a été choisi, l'Afrique en lutte, nous interpelle tous. Les Africains doivent faire face à leurs problèmes et en premier lieu le problème lié à la santé. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous? Vous avez dit ministère, mais on va aller au-delà des ministères. Les ministères gèrent les médias en général, donc les médias sont les acteurs qui sont donc gérés, on va dire, de manière administrative par les ministères. On a des médias privés, on a des médias publics. Aujourd'hui, nous pensons que les médias peuvent agir dans le cadre donc de la prévention, parce que la sensibilisation, on peut la faire par les radios, les télés, et même aussi par les médias sociaux. Donc nous avons un rôle à jouer. Maintenant, il faut encadrer ce rôle, parce que malheureusement, dans les médias, avec l'ouverture des nouvelles technologies de l'information, il y a à boire et à manger en termes d'ordre et de désordre. Donc tout le monde est devenu journaliste. Il suffit d'avoir un téléphone pour devenir journaliste. Vous voyez tous les jours des gens qui font des directs, comme nous on en faisait difficilement avant, mais aujourd'hui un direct c'est facile à faire. Et ça a des conséquences malheureusement. Donc nous devons pouvoir les encadrer. Nous pensons que c'est quelque chose qui est important. Les médias peuvent réduire aussi les frontières de l'ignorance. Pendant ces quelques jours, j'ai entendu plusieurs spécialistes parler de l'ignorance des populations. Tout ce qu'on a cité, ce sont les questions de comportement, la malbouffe et tout ce qui a été dit ici, c'est lié à des comportements qu'il faut changer. Mais je pense que les médias ont leur rôle à jouer dans le changement de comportement. Parce qu'on a souvent dit, et cela est vrai, sauf que les médias ne sont pas toujours conscients,
que nous sommes le quatrième pouvoir. Et ce pouvoir, si nous en prenons vraiment conscience, nous pouvons travailler beaucoup favorablement pour inverser beaucoup de mauvaises choses qui se trouvent dans la communauté. Vous avez également entendu au cours de ce forum la question des populations rurales qui n'ont pas souvent accès à des informations qui sont trop intellectuelles. Les populations analphabètes, l'Afrique, surtout dans notre région ici, on a une bonne partie des populations analphabètes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la capacité, avec les radios rurales, les radios de proximité, de pouvoir utiliser donc nos langues pour faire passer le message. Je le dis souvent, on est malheureusement dans une zone aussi où il y a des conflits, où il y a des conflits, on va dire, politico-militaires, et souvent les frontières sont fermées, mais je me réjouis de savoir que les frontières des zones ne sont pas fermées. Personne ne peut fermer les zones. Les gens parlent en France, à la télé, on entend ici. Donc nous pouvons nous en servir, il faut juste qu'on en prenne conscience pour pouvoir sensibiliser et travailler avec les communautaires qui sont sur le terrain aussi et les spécialistes que sont les professionnels de la santé. Les médias peuvent aussi agir dans le cadre du plaidoyer. C'est important. Tout à l'heure, madame parlait des questions, des pourcentages que nos États, 15% que nos États ont pris par rapport aux questions de santé. Mais on peut organiser des débats dans nos pays, c'est possible, pour reposer la question. Aujourd'hui, ça fait des années que ces choses se sont passées. Combien de gens, combien parmi nous avons conscience de ces engagements de nos États? Mais on peut les rappeler au cours de ces émissions, au cours de ces discussions radiophoniques, au cours de certaines publications de presse. Donc nous pensons que les médias ont un rôle à jouer et ce rôle est très très important. Maintenant, la grande question de savoir comment on va le faire, et c'est à cette question que notre organisation veut répondre. Parce que jusque-là, les médias ont été utilisés, ce qui est leur rôle d'ailleurs, pour les couvertures médiatiques. Quand il y a des événements, on les appelle, ils viennent, ils écrivent et puis c'est fini. Nous, on a décidé d'aller au-delà. Ceux qui sont membres de notre organisation sont des journalistes de santé qui ont travaillé dans la santé depuis 15 ans, 20 ans, souvent 35 ans comme nous autres. Donc, je pense que notre petite expertise qu'on a apprise à côté de vous, qui êtes les professionnels du métier, on n'est pas médecin, on n'est même pas infirmier, encore moins autre chose, mais on peut quand même orienter nos collègues journalistes. Vous savez, le métier de journaliste est un peu difficile. C'est un métier où les gens qui viennent là-bas, souvent, excusez-moi de dire ça, sont à la recherche de... il y a l'information, mais il y a aussi que souvent, certains... Parmi nous, c'est dans tous les métiers, hein, il y a des brebis galeuses qui s'intéressent à autre chose que vous connaissez. Quand on vient à des reportages, on attend qu'on nous donne 5 000, 10 000. Nous luttons contre ça parce que nous pensons que nous pouvons faire mieux que ça. Nous voulons être des véritables partenaires des acteurs de la santé. C'est l'information qu'on veut donner, des vrais partenaires. Parce que quelqu'un a dit même aussi hier que quand on appelle les journalistes, ils demandent l'argent, ça coûte cher, c'est vrai. Ça coûte cher parce que le problème est mal posé. Quand vous allez vers un organe de presse, c'est comme si vous avez besoin de lui, donc il te facture. Mais quand vous avez une organisation qui va vers les spécialistes, leur demander leur service, je ne dis pas que tout peut être gratuit, mais ça règle beaucoup de problèmes. Parce qu'en ce moment, c'est vous qui êtes la personne que nous recherchons. Donc je voulais vraiment dire ça pour dire que, vu qu'on n'a pas assez de temps, on a aujourd'hui aussi un aspect que je ne peux pas vraiment esquinter au cours de ce débat, c'est la question des médias sociaux. Aujourd'hui, les rumeurs, les fausses informations, on a vu ça avec l'apparition de la COVID-19. Il y a la panique, les journalistes parlent de ce qu'ils ne savent pas. Donc nous, on a besoin des spécialistes que vous êtes, des professionnels que vous êtes, pour que nous soyons formés, pour que nous puissions informer de manière objective dans nos pays, au niveau de toute l'Afrique. Merci beaucoup. Comme je vous parle d'experts en communication, vous avez vu, il a ramassé des questions. Je voulais justement le défier sur comment les journalistes peuvent aider à faire face à l'infodémie, aux fake news. Il a dit, c'est à nous de leur donner la bonne information
eux, ils savent comment rendre cette information à la population. Et donc, on va passer à on reviendra sans doute, on va parler avec Dr Barbosa, qui dirige Intra-Health et qui dirige le projet Cardio for City. Et on aimerait en savoir plus sur ce projet, en quoi ça concerne la lutte contre les maladies non transmissibles. Barbosa. Merci, professeur Meda. Et donc, la coalition que je vais présenter, cette coalition s'appelle Cardio for City Accelerator, qui est une coalition mondiale qui a été initiée par la Fondation Novartis et Intra-Health International, en collaboration avec les pays, en collaboration avec les gouvernements locaux, les instituts, les ONG, les fondations. Et cette coalition vise à appuyer les efforts des États, mais également des gouvernements locaux, à améliorer la santé cardiovasculaire des populations, notamment des populations urbaines, aussi bien sur le plan préventif, mais également sur le plan curatif, et également sur le plan promotionnel. Et l'objectif de cette coalition, c'est d'ici 2026, l'ambition plutôt, c'est d'arriver à enrôler à peu près une trentaine de villes dans le monde et pratiquement un tiers des villes, ce qu'on appelle en anglais les low and middle income countries, les pays à revenus faibles et intermédiaires. Pourquoi cette coalition? Il faudrait rappeler que cette coalition est née d'un projet pilote dirigé par la Fondation Novartis, qui a été mis en œuvre au Sénégal par Intra-Health International. C'est un projet pilote qui avait été mis en place à Sao Paulo, au Brésil, à Ulaanbaatar, au niveau de la Mongolie. Et le Sénégal avait été choisi, notamment le département de Dakar, pour mettre en œuvre cette approche. C'est quoi Cardio for Dakar, qui a fait partie des initiatives pilotes? C'était mettre en œuvre une approche basée sur 6 stratégies, puisque aujourd'hui, vous savez que nos villes, notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, sont le lieu de mutation en termes d'accroissement démographique, en termes de déplacement des populations, en termes de paupérisation des populations, et qui surviennent avec des corollaires de changement du mode alimentaire, changement de mode de vie, et également apparition de nouvelles maladies liées à l'ensemble de ces facteurs de risque qui ont été évoqués tout à l'heure. Et l'approche qui est utilisée, c'est une approche basée sur un acronyme anglais qu'on appelle CARDIO, c'est-à-dire le CARE, le C. Comment nous allons faire pour améliorer la qualité de la prise en charge? En harmonisant la prise en charge, en faisant de telle sorte que, comme nous avons eu à le faire avec les maladies infectieuses, même l'infirmier qui est dans les zones les plus reculées puisse s'intégrer, s'impliquer dans la lutte, par exemple, contre l'hypertension artérielle, mais également contre le diabète. Donc, harmoniser, mettre en place des algorithmes, faire une diffusion de ces algorithmes. Le A, comment nous allons faire de telle sorte qu'il y ait ce recours précoce aux soins? Et c'est quelque chose qui a marché dans les autres programmes, notamment les programmes des maladies infectieuses. On s'est beaucoup inspiré de ces maladies infectieuses, c'est la délégation de tâches. Comment faire de telle sorte que l'infirmier chef de poste puisse impliquer dans la prise en charge de l'hypertension artérielle de risque faible et orienter l'hypertension artérielle de risque modéré, mais également de risque sévère. Puisque tout simplement, si tous les patients hypertendus se présentent chez le médecin, on sait qu'on est dans des contextes où il n'y a pas beaucoup de médecins dans nos sociétés, le médecin ne fera que de la prise en charge de l'hypertension artérielle, puisque aujourd'hui, vous savez par exemple, au Sénégal,
la prévalence de l'hypertension artérielle est pratiquement de 30%, 29,8%. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce chiffre. C'est-à-dire que si vous prenez 10 adultes de 18 à 109 ans, il y a 3 qui sont hypertendus. Il n'y a pas une autre pathologie aussi importante dans ce pays. Et donc, également, dans cette amélioration du recours précoce, comment nous devons impliquer la communauté à participer dans la prévention, à participer également dans le suivi des patients, à participer également dans la promotion de la santé. Et ça, peut-être, je reviendrai à la fin par rapport à ça. Et ceci dit, je remercie et je félicite également les Badjanogor qui sont dans cette salle. Je pense qu'ils connaissent mieux ce programme que moi, qui ont mis en œuvre des activités communautaires. Peut-être, lors des échanges, peut-être elles pourront intervenir pour donner beaucoup plus d'explications. La quatrième approche, c'est le R. Comment impulser des réformes dans le système de santé, des réformes multisectorielles plutôt en faveur de la lutte contre les maladies non transmissibles, contre les maladies cardiovasculaires. Donc, il y a eu beaucoup de réformes aujourd'hui et nous félicitons également l'Assemblée nationale. Madame l'honorable députée a parlé tout à l'heure et je pense que là aussi l'Assemblée nationale a un rôle important à jouer pour impulser ces réformes. Il y a la loi sur le tabac, il y a également cette loi ou bien ces taxes qui sont prélevées dans le cadre de l'utilisation des bouillons. Au niveau du système de santé, on sait que le problème numéro 1 pour la prise en charge, par exemple, de l'hypertension artérielle, c'était la disponibilité des médicaments essentiels. Aujourd'hui, et nous saluons également la DLMNT, la Division de lutte contre les maladies non transmissibles, grâce à un plaidoyer et la Pharmacie nationale d'approvisionnement, il est possible aujourd'hui, si vous allez vous faire prendre en charge dans les structures sanitaires les plus reculées du Sénégal, vous pouvez avoir ne serait-ce qu'une ou 2 molécules qui sont disponibles. Et également, ce plaidoyer a permis également aujourd'hui d'intégrer dans la liste des médicaments essentiels des bithérapies, puisqu'on sait que les patients, la majorité des patients prennent des bithérapies. Autre aspect également, c'est l'innovation digitale. Je pense que depuis tout à l'heure, on a parlé de l'utilisation du numérique pour améliorer la santé des populations. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter le digital pour accélérer, si on peut le dire ainsi, le dépistage, n'est-ce pas, de l'hypertension artérielle et des autres facteurs de risque au sein de la population. Nous sommes en train de mettre en place, avec le ministère de la Santé, une plateforme digitale qui aura plusieurs applications, notamment un chatbot conversationnel qui permettra aux communs des Sénégalais de communiquer avec le chatbot, avoir des informations en Wolof, mais également en français, sur ce qu'est l'hypertension artérielle, quels sont les signes à faire pour se prémunir de cette pathologie, ou avoir une prise en charge adéquate, mais également avoir une application mobile qui va permettre aux acteurs communautaires de pouvoir interagir avec les patients, de pouvoir transmettre les données et de pouvoir également faire des activités de prévention, mais également de promotion. Dans le domaine également de la collaboration intersectorielle, plutôt dans le domaine les données, l'honorable député tout à l'heure a parlé d'une problématique cruciale en matière de la gestion des maladies cardiovasculaires et des maladies non transmissibles dans la globalité dans nos régions, c'est la disponibilité des données. Si on n'a pas une exhaustivité des données, si on n'a pas des données de qualité, si on n'a pas des données fiables, les décideurs ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le ministère de la Santé est en train également de travailler dans ce sens pour faire de telle sorte qu'il y ait une plateforme digitale qui soit mise en place, qui puisse fédérer l'ensemble des données
capitaliser l'ensemble des données en matière de prise en charge, non seulement de l'hypertension artérielle, mais l'ensemble des maladies non transmissibles. Tout à l'heure, on l'a dit, la collaboration multisectorielle. Nous l'avons fait dans le cadre de la lutte contre le VIH, le paludisme, etc., dans les pandémies. Nous avons besoin d'activer cette stratégie multisectorielle pour vraiment avoir des succès par rapport à la lutte contre ces maladies cardiovasculaires. Et je terminerai peut-être par le haut. Tout à l'heure, on a parlé d'engagement communautaire. Il ne saurait y avoir d'engagement communautaire sans pour autant qu'il y ait cette appropriation. Nous avons l'habitude, dans nos sociétés, dans nos structures, en Afrique, s'il y a un projet qui est là, tout marche sur des roulettes. Mais quand l'intervention s'arrête, tout tombe à l'eau. Et donc, je pense qu'il faudrait que l'on puisse travailler, et nous sommes en train de travailler avec le ministère dans ce sens, et avec aussi les collectivités locales. Je pense que la prochaine étape, c'est voir comment faire de telle sorte que les collectivités locales elles-mêmes élaborent des programmes de lutte contre les maladies cardiovasculaires, vraiment avec également l'appui technique des partenaires. Et je terminerai par, au niveau communautaire, je terminerai parce que je n'ai pas fait. Au niveau communautaire, je ne saurais terminer sans pour autant évoquer la stratégie que nous avons développée avec les acteurs communautaires de santé, à savoir à travers les districts sanitaires, une contractualisation que nous avons eu à faire avec les acteurs communautaires de santé pour mettre en œuvre des activités de prévention, de promotion de la santé, pour rechercher des patients qui étaient perdus de vue, n'est-ce pas, mais également pour dépister, faire le screening des patients au sein de la communauté, non pas pour poser le diagnostic, mais pour les orienter vers les structures sanitaires afin qu'ils aient une meilleure prise en charge. Donc c'est l'ensemble de ces stratégies que nous voulons implémenter d'ici 2026 dans 30 pays à travers le monde, ce qui va permettre d'impacter à peu près un peu plus de 100 millions de personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Barbosa, pour cette présentation exhaustive de Cardio for City, précisément à Dakar. Nous allons faire violence parce qu'on avait gardé le meilleur pour la fin, mais je ne sais pas si le meilleur aura le temps. Mais comme c'est des spécialistes de la communication, en enseignement supérieur, comme Madame professeure Sebagui a présenté, ce qu'on peut faire en 45 minutes, on peut vous demander un jour de faire ça en 5 minutes. Donc, elle avait 10 minutes. Est-ce qu'elle peut faire ça en 3 minutes pour qu'on puisse interagir un peu avec la communauté? Donc, nous avons Madame Farah Ndiaye, qui est directrice exécutive adjointe de Speak Up Africa, qui accompagne le forum depuis sa création. Personnellement, je connais Speak Up Africa pour toute son action de plaidoyer autour de la lutte contre le paludisme. Maintenant, il s'agit de voir ce que Speak Up Africa fait dans la lutte contre les maladies non transmissibles et surtout de nous expliquer quelles sont les meilleures stratégies d'engagement communautaire pour que les communautés soient le plus actives dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Madame Ndiaye, je suis désolé, mais vous saurez résumer votre intervention que je savais construite sur 10 minutes. Merci. Merci bien, professeur Méda. J'ai beau être de la société civile, je sais respecter les directives, donc je vais me faire de mon mieux pour être la plus brève possible. Donc, d'autant plus que l'honorable Mariam Soda, donc ma sœur, a pu bien revenir déjà sur le rôle des élus locaux, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus.
mais juste pour vous dire que étant une organisation de plaidoyer, sachant que la compétence est que la santé est une compétence transférée dans la plupart des pays dans lesquels nous sommes actifs, il était crucial pour nous d'engager non seulement les communautés, mais également les autorités qui sont en charge de ces communautés-là. Et c'est là qu'en fait tout le partenariat avec les élus locaux en fait prenait et prend toujours son sens. Donc il s'agit pour nous d'assurer également que les collectivités territoriales et les voies et moyens de pouvoir répondre aux besoins sanitaires de leur population. Et nous travaillons principalement autour d'assurer en fait que l'existence d'une ligne budgétaire, donc pour les différentes pathologies en question, le décaissement effectif de cette ligne, parce qu'on se rend compte des fois que ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est une chose d'avoir une ligne budgétaire, c'en est une autre de pouvoir bénéficier des fonds, et ensuite de pouvoir également mettre à profit nos partenariats avec les organisations de la société civile pour faire le suivi de l'utilisation de ces fonds-là, et pour qu'ils soient bien utilisés donc pour des questions de santé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai pensé quand même que c'était un point très important, parce que ce partenariat multisectoriel avec les élus locaux à tous les niveaux est extrêmement important pour nous dans le cadre du plaidoyer. Un autre volet, donc également au niveau de notre engagement auprès des communautés, a trait plutôt à l'accélération des efforts pour un accès universel à la santé et à des soins abordables pour tous. Et là, en fait, d'ailleurs hier, on était dans cette même salle, à peu près à la même heure, donc pour la deuxième édition du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. Donc c'est une initiative qui est copilotée donc par Speak Up Africa, mais également par donc la Fédération internationale de l'industrie du médicament. Et l'initiative vise à soutenir et à encourager les jeunes entrepreneurs de la santé en Afrique. Ce que nous faisons ensemble avec donc ces partenaires-là, c'est vraiment d'identifier et ensuite de financer et puis de promouvoir également ces jeunes Africains qui ont en fait les solutions déjà à disposition. Et ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup, parce qu'il est important que nous créions nos propres solutions, donc des solutions endogènes aux problèmes auxquels nous faisons face. Et je pense que tout à l'heure, cela a été dit, mais je vais quand même revenir là-dessus. Il est vraiment essentiel que nous changions de perspective et qu'on arrête de considérer les populations, les communautés comme des bénéficiaires, de simples bénéficiaires des programmes de santé. Donc au niveau de Speak Up Africa, ce que nous essayons de faire, c'est de nous assurer qu'ils sont pris en compte à tous les niveaux des programmes, et surtout en amont, au niveau de l'élaboration même de ces programmes de santé-là. Et puis je vais peut-être aussi vous parler d'une initiative qui vise plus particulièrement les femmes, parce que pour s'assurer que justement les populations soient prises en compte dans les processus d'élaboration des politiques et des programmes de santé, ce sur quoi nous avons mis l'accent, c'était d'assurer que les femmes en tant que telles, qui on sait quand même sont la pierre angulaire en fait de la santé des communautés, comment faire pour qu'elles-mêmes elles intègrent les espaces de décision. Donc il ne s'agit plus donc pour les décisionnaires et tous ceux qui créent et élaborent les programmes et les politiques de santé, d'aller vers les communautés. Il s'agirait que ces représentants de la communauté fassent déjà partie de ces instances de décision-là. Et après, là, bien entendu, il faut également que nous, à notre niveau, je pense principalement aux partenaires d'exécution, mais également aux organisations, aux autres ONG et à l'État également, qu'on change aussi la manière dont on approche ces communautés-là pour les voir comme des acteurs de changement à part entière. Bien entendu, vous allez me dire que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça demande un certain accompagnement, ma foi, qu'on donne cet accompagnement. Donc comment est-ce qu'on fait pour déjà revoir notre manière de concevoir les programmes? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir également le mettre à la disposition des curricula de renforcement de capacité pour qu'elles puissent avoir les outils dont elles ont besoin pour contribuer positivement à ce processus d'élaboration des politiques et des programmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée, mais on reste quand même convaincu que ça aura un impact très important sur le long terme, et surtout, ça va nous assurer que nous avons des politiques et des programmes de santé qui répondent essentiellement
aux besoins spécifiques des populations, en fonction bien entendu de leur zone géographique et de leur propre réalité. Tout à l'heure, je parlais des jeunes innovateurs pour la santé et je vais finir sur ce point-là. Mais quand on parle d'innovation aussi, il est important de parler de santé digitale. Et je suis ravie que le Dr Barbosa a également brossé ce sujet, parce que ce que nous avons aussi essayé de faire, c'est toujours dans cette question avoir une perspective un peu plus genrée aussi par rapport à la santé digitale et comment aussi répondre et comment faire en sorte que les femmes soient mieux représentées dans ce domaine également de la santé digitale. Donc à cet effet-là, nous avons créé AWID, qui donc en français, les femmes africaines donc en santé digitale, et en anglais African Women in Digital Health, donc d'où le titre AWID. Et l'idée est vraiment de pouvoir s'assurer également que ces femmes que les femmes en général donc, ont vraiment la capacité de pouvoir avoir un rôle beaucoup plus accru dans la santé, digitale. Et cela, bien entendu, va avec donc, des mesures d'accompagnement, que ce soit des mesures financières, mais également des mesures d'accompagnement technique. Donc voilà très rapidement, je parle naturellement très vite, mais bon, j'espère avoir fait moins de 4 minutes. Merci. Professeur Médard. Merci, merci. Je vous avais dit que c'était la meilleure d'entre nous et elle l'a prouvé. Maintenant, nous allons voler 15 minutes pour interagir avec le public. Mais vous avez vu, le temps nous est compté et donc on va prendre quelques questions. Et donc, est-ce qu'il y a des micro-baladeurs? Voilà, il y a des micro-baladeurs. Voilà. Donc, il y a 5 intervenants. Non, 6. Et on s'arrête à ça. Comment? Ah, non. Bon, d'accord. C'est le rapporteur qui veut parler aussi. Mais qui va rapporter? OK, donc vous commencez par là. Et puis vous descendez. C'est ceux qui ont levé la main. Vous avez repéré? Okay. Merci. Voilà, professeur Rokia Sanogo. Et à qui vous posez, à quel panéliste vous posez la question pour que ça soit plus simple? Merci. Professeur Rokia Sanogo, enseignant-chercheur en pharmacie, ISCTB et chef département médecine traditionnelle au Mali. Et donc, c'est très bien la communication, on n'a pas le temps, beaucoup de temps, mais on parle de communauté. Et moi, j'aimerais savoir concrètement quelle est l'implication de la composante de la communauté qui s'occupe de santé. Je parle des praticiens de santé dans les actions. Parce que nous avons eu faire un certain nombre d'expériences au Mali et nous avons vu que c'est très efficace de dialoguer avec les détenteurs des savoirs traditionnels parce que c'est eux qui vivent les réalités avec les communautés et souvent le retard de recours. Et on les accuse, mais quand on fait les politiques, rarement on tient compte de cette composante. Et donc moi, au lieu de questions, j'aimerais que ce volet soit pris en compte et que nous ayons le souci des communautés, c'est-à-dire être à l'écoute des communautés. Parce que nous voyons que face à chaque problème, ils ont leur approche, ils ont leur méthode, mais très souvent nous venons avec d'autres approches et on ne les écoute pas. Et après nous, c'est pour cela que quelqu'un disait qu'après les projets, ça s'arrête. Mais mon expérience est que j'ai dit aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à se passer même des projets. Parce que finalement, c'est devenu négatif. Parce qu'on ne valorise pas les expériences, on vient avec de nouvelles choses, et quand la nouvelle chose termine,
on abandonne tout, même les bonnes expériences et tout, parce qu'on dit que c'est la chose du projet. Donc, j'aimerais attirer notre attention sur cela et puis dire que si on écoute, on a 95% de solutions des communautés et on peut améliorer avec 5%. Et là, on a la chance que ce que nous faisons soit pris en compte. Et bon, donc, je suis contente de dire cela face à professeur Socéphale, qui était au Mali quand il y a eu Ebola. Et je crois que dans les sentinelles, dans la mobilisation, dans la société civile mobilisée, il y avait la Fédération malienne des associations de thérapeutes herboristes et je crois que c'était efficace. On a fait la même chose avec la COVID-19. Voilà, donc je voulais attirer notre attention sur cette composante. Voilà, et faire une communication interculturelle. Interculturelle. Voilà, merci. Merci beaucoup de cette intervention. C'était d'abord au fond et après on va aller sur cette rangée. Il y avait voilà, c'était au fond. Et après, on va faire par rangée. Voilà. Je pense que c'est une intervention importante parce que je sais que l'OMS milite depuis un certain temps pour que la plateforme de médecine traditionnelle soit un peu la porte d'entrée vers l'accès à la couverture sanitaire universelle. Et je pense que c'est une plateforme à laquelle la population fait confiance et très accessible. Il suffit que des spécialistes comme vous encadrent pour que les choses ne se passent pas dans des incantations ou dans des, des mysticismes. Très bien, merci beaucoup. Allez-y. Merci, professeur. Question courte, rapide. Contribution. Salam alaikum. Je m'appelle Madame Dir Koumbadien. Je suis présidente Badjanogor au niveau du district ouest. Je suis sur le programme de Cardio for Dakar avec Dr Barbosa qui intervient dans notre district avec l'engagement communautaire. Je suis liggéey bu mucc ayib di rafetlu aussi forum bi ñu impliqué Badjanogor di remercier Dr Seynabou ci lim fi jaar sank wax ci ñun parce que defe naa ñun ak le ministre Eva Marie Coll Seck yàgg na. Fii ci salle bi la defee woon le huis clos avec les présidents 79 districts du Sénégal avec les présidentes Badjan pour la gratuité des soins santé maternelle. Kon tey bu dikkee ñu impliqué waat ñu ci forum bii nga xamante ni nii tey mu ngi wax ci les maladies non transmissibles Badjan gox yi am ci part de responsable bu rëy ànd ci ak docteur Barbosa depuis 2018 ñu gis ni problème mu hypertension artérielle nekk na loo xamante ni maladie bu diis la bu cher la te garab yi yombul mais bi mu ñëwee ànd ci ak acteurs communautaires yi ñu dem ci base bi di waxtaan ak nit ñi fi mu ne nit ñi ñooy ñëw vers les acteurs communautaires di ñëw di dépister précoce ñuy ànd ak ñoom di leen accompagner ci poste de santé yi bu dépassé au niveau poste ñu dem ba au niveau district di remercier aussi suñu médecin chef du district parce que tey mënoon nañu dépister détecter des cas suspicion yoo xam ne au niveau communautaire ñun ñoo ko détesté yóbbu leen au niveau du district bu ñu demee duñ leen jël en charge mais tey jii ku ñu dépisté ba nga egg sa rajo sa analyse sa lépp daf koy jël en charge ba ci ECG bi nga xamante ni moom la malade bi def ñu boole ko ak cardio bi am na médecin bu mu délégué au niveau du district docteur Awa mu ñuy jëlal en charge malade yi kon li ñuy wax mooy forum bi bu ñu jugee si li ñu appuyé ñu docteur Barbosa activité bu muy def au niveau de région de Dakar dañuy ñaan yàlla mu law ba dégg au niveau national parce que nekk na loo xamante ni warul pare dafa war a pare continuer ndax li muy lutter tey à base de 18 ans suñu doom yi dañ doon am méttitu bopp lan lañ doon am jël paracétamol may leen ñu dem naan tëdd seen kër wala nga dem uti ci say plante ba xalal ko wala nga dem uti ci sa kénkilibaar mais tey jii dem nañ ba nga xamante ni ñun ci suñu bopp ñooy accompagner malade yi ñun ñoo leen di sensibiliser ñu ànd ci ak acteurs communautaires yi les relais ak suñu ay ICP kon nuñ di def lu dul rafetlu programme bi di ko féliciter di leen seedeel loolu fii ci podium bi ñëpp fekkee ko di féliciter aussi le ministre Eva Marie Coll parce que mënoon na def activité bu toll ni mais di remercier aussi Binta Bokum bàjjan la suñu biir bëgg bàjjanu gox xam rôle ak responsabilité wu bàjjanu gox mu woo ñu impliqué ñu ci tey ci journée femme bi di remercier aussi femmes yi toog ci kaw plateau bi madame la députée ñu ngi lay nuyu à passage de nom de Badiane Ngoné parce que suñu sœur la
ñu ngi rafetlu sa taxawaay gis nañ li nga fi wax defe woon nañ ni sax nag xale nekku fa wax dëgg yàlla kontaan nañ ci torop ñu ngi leen di jaajëfal di remercier contribution bi nga xamante ni def ngeen ko ñu di ko teewlu yéen ñëpp merci beaucoup bu jubee suñu borom la bu dëngee ñu di koy jéggalu. Voilà, professeur Aruna Ouedraogo. Voilà. Merci beaucoup à madame. Je n'ai pas compris grand-chose, mais le président va peut-être... Ok, merci. Oui, merci, monsieur le président. Aruna Ouedraogo, je suis psychiatre, je viens du Burkina Faso. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le panel qui s'ajoute donc à ce qui s'est dit depuis avant-hier. Et pour moi, il y a deux catégories d'acteurs qui ont la clé de notre problème. Il s'agit des députés, le pouvoir législatif, et puis des hommes de médias. Pourquoi je dis ça? On sait tout maintenant en ce qui concerne les facteurs de risque. Les enseignants, les chercheurs, les médecins, les autres professionnels de la santé ont suffisamment documenté le sujet. Mais les populations reçoivent souvent des messages contradictoires ou alors des messages à sens unique. Quand vous prenez, je vais citer, les bouillons, Cube Magie, ou bien les boissons à base, n'est-ce pas, de sucre, Coca-Cola. Vous avez d'une part des communicateurs de ces industries-là qui vont offrir en fait un message hypertrophiant les bienfaits et taisant en quelque sorte les méfaits de ces substances. Voilà un message que reçoivent donc les populations. Donc quand un agent de santé veut déconstruire justement ces idées-là, vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Donc la première question s'adresse aux journalistes. Je ne sais pas si c'est journalistes ou c'est communicateurs. Qu'est-ce qui peut être fait dans votre métier pour que d'un point de vue éthique, il y ait quand même de la limite? Pour que, quand même, en ce qui concerne les questions de santé, on puisse compter sur vous, même si vous êtes engagé comme communicateur auprès d'un certain nombre de firmes, qu'on est présent à l'esprit qu'il y a aussi derrière des conséquences néfastes. Alors, si les communicateurs de ces industries font ce travail, vous qui êtes pour nous des partenaires communicateurs dans le domaine de la santé, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble pour entraîner une modification de comportement auprès justement de vos collaborateurs communicateurs? Ça, c'est la première question. La deuxième s'adresse donc à Madame la députée. Je ne sais pas si vous avez suivi les communications depuis ce matin. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur un certain nombre de comportements qui sont nuisibles pour notre santé, parfois parce que les populations ignorent, parfois parce qu'elles sont aussi sous influence de communicateurs de certaines officines. Quand on prend le cas d'un certain nombre de pays développés, vous allez dans un supermarché, la composition en fait du produit est indiquée dans l'étiquette et c'est obligatoire. Donc le citoyen sait déjà qu'est-ce que ça contient et avec un minimum d'informations, il sait quelle est en fait l'attitude à adopter. Alors dans notre contrée, qu'est-ce que vous, en tant que législateur, vous pouvez faire pour permettre que nos populations aient accès à ces informations et que, comme je disais pour le communicateur, il y ait aussi un minimum d'éthique en ce qui concerne la promotion des produits qui ont un effet négatif sur la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre toutes les questions et comme ça les panélistes vont réagir. Donc on change de colonne, de rangée. Voilà, regardez. Ah oui, je vous avais déjà, d'accord. Oui. Question courte. Oui, merci beaucoup. Moi, je commencerai d'abord par vous féliciter et remercier l'occasion que nous avons offerte aujourd'hui pour discuter à bâton rompu. Et je commence par le journaliste pour dire quelles seraient les actions à entreprendre à l'endroit des patrons de presse. Parce qu'on n'a pas de problème avec ceux qui gèrent les desks santé dans les différentes rédactions, mais ne sont pas toujours soutenus par les patrons de presse et on sait que travailler avec la presse demande beaucoup de ressources que nous n'avons pas et que nous ne pouvons même pas avoir. Le second élément, c'est qu'il faut aussi qu'on rétablisse la confiance entre la communauté et les professionnels.
Parce qu'il peut arriver que l'on travaille bien avec la communauté, que la communauté porte le combat, mais de l'autre côté, quand on arrive, on trouve un déphasage complet. Donc, il faut qu'on travaille ensemble à rétablir cette confiance-là qu'il doit y avoir. Que quand les professionnels, ceux qui communiquent, travaillent bien, que ceux qui sont les professionnels du secteur médical ne gâchent pas tout. Parce qu'il peut arriver que cet adage qui dit « Faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais », gâche tout ce que nous avons fait pendant plusieurs années. Et on ne gagne la guerre que quand on la prépare en période d'accalmie. La prévention est le maillon le plus faible de nos interventions en santé. On ne met de ressources et d'accompagnement dans la communication pour la prévention que dalle, on n'y met rien. Mais quand il y a un problème, tout le monde vient au moment où on n'a pas besoin de toutes les ressources qu'on nous verse et on nous demande d'exécuter. Ça aussi, il faut revoir cette stratégie-là, mettre les ressources et l'accompagnement en période d'accalmie pour nous permettre de mieux travailler avec la communauté, que la communauté sente qu'on est là avant qu'il y ait de problèmes, au lieu d'attendre qu'il y ait des problèmes pour qu'on nous demande de participer. Donc c'est cela qui était ma préoccupation. Merci. Merci. Je voudrais remercier... Mais il y avait une main. Oui. C'est vous? Oui, oui, c'était moi. Non, il y a des mains supplémentaires. Non, c'était moi. Voilà, en fait, je voudrais juste terminer là où Binta a commencé. Je veux juste commencer là où elle a terminé. C'est par rapport justement à la communication, à la prévention particulièrement. Puisque malheureusement en Afrique, on fait plus de curatifs que de prévention. Et c'est dommage. Alors par rapport justement à l'engagement communautaire, moi j'ai l'impression que ça a marché. Mais à un moment donné, il y avait un cafouillage. Parce que la question que je dois poser peut-être aux spécialistes de santé, comment ils vont faire pour avoir un même langage? Puisqu'avec la COVID-19, tout le monde parlait. Et malheureusement, il y a des gens qui ne connaissaient absolument rien de la santé qui sont devenus subitement des experts. Malheureusement, le Sénégal, c'est comme ça. Quand il y a combat de lutte, on devient des entraîneurs. Quand il y a football, on devient entraîneur. Quand il y a épidémie, on devient des experts. Donc là, je pense que même il faudra réglementer ça. Autre chose, c'est par rapport justement au langage qu'il faut tenir aux populations. Je sais aujourd'hui qu'il y avait une crise avec la COVID-19, c'était une crise. Mais chacun parlait de son propre côté. Et ça a créé vraiment une panique, une cacophonie. Et ça, ce n'était pas bien. Et la question que je voulais poser au REMAPSEN, c'est qu'est-ce qu'ils ont déjà fait sur le terrain? C'est les journalistes. Et pour finir en disant qu'une bonne communication, pour que les gens adhèrent, il faut une bonne communication. Et je pense qu'aujourd'hui, certains médecins sont inaccessibles. Souvent, le journaliste, il court après le médecin pour une information, mais souvent, comme on dit, on prêche le faux pour avoir le vrai. Des fois aussi, le journaliste, il fait exprès de donner une fausse information et justement, on va réagir. Je dis, on n'agit pas, mais on réagit au Sénégal. Merci. Alors. C'est moi, hein? Oui, j'avais levé la main. Non. Oui, c'était fait. Bon, faites vite. D'accord, je vais faire Parce vite. qu'il y a mon rapporteur là qui veut parler. Qui veut parler, oui, il faut qu'il attende. Parce que c'est la journée, vous avez dit, la place des femmes dans la lutte. Il y avait une place là-bas pour les Badianougor. Parce que c'est la seule organisation qui n'est composée que de femmes. Donc, on devait avoir une place. Si on avait une place là, au Présidium, on n'allait pas trop prendre la parole. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, bon, félicitations aux panélistes, surtout à notre sœur Marem Soda, qui a fait un grand travail pendant la COVID et qui a aussi marqué son empreinte pendant la 13e législature sur la criminalisation du viol et beaucoup d'autres programmes de santé. Bon, je ne saurais terminer sans remercier M. Barbosa. Docteur, on a eu à travailler avec lui depuis, bon, avant 2018, avec le PALU. Donc, on dira, nous sommes des Badianougor, mais lui, c'est un tonton Gor.
parce qu'il nous a toujours accompagnés sur le terrain. On a eu à passer des journées entières avec lui. Moi, j'ai eu à passer avec lui une journée de 10h à 19h sur le terrain. On va parler de Cardio Dakar parce que vous savez, les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension artérielle, sont des maladies peut-être trop silencieuses. Et les gens ici au Sénégal n'ont pas l'habitude de se dépister. La plupart du temps, la personne fait une AVC, ou bien la personne tombe malade, on dit que ce sont les sorciers ou bien les rats. On l'amène à l'hôpital, on lui dépiste cette maladie, mais jusque-là, on dit que ce sont la coutume ou bien les grands-parents qui doivent le soigner. Depuis l'arrivée de Cardio Dakar, on a fait le programme ensemble du début à la fin. Moi, j'ai toujours été là avec lui et les bailleurs et le ministère. Donc, les populations, nos communautés se sont appropriées le concept. Parce qu'au Sénégal, pour prendre sa tension, il fallait aller au centre de santé, payer le prix d'une consultation. Maintenant, les Badianougou prennent la tension. Moi qui rêvais de devenir médecin, je n'ai pas pu. Je suis devenue Badianougou. Maintenant, je prends la tension. Je me dis que je n'ai pas tout perdu. Hein. Parce que maintenant, je prends la tension, je peux dépister le diabète. Donc là, je suis trop heureuse. Ma mère aussi. Donc, ma mère voulait que je sois médecin. Donc, vraiment, on fait un plaidoyer pour la pérennisation de cette activité. Bien que je dise toujours au Badianougou et Relais que les partenaires sont là juste pour nous accompagner. Un jour ou l'autre, le programme finira et ils vont s'arrêter. Et nous, en tant qu'acteurs communautaires, en tant qu'engagés, on va continuer à travailler pour nos communautés parce que c'est l'engagement communautaire. Merci. Très bien. Il y avait une dernière main avant le rapporteur. Oui, merci. En fait, je remercie cette thématique qui est très, très importante et que beaucoup avaient occulté. Et je remercie Maman Lucie qui a beaucoup accompagné l'État en tant que représentant de l'OMS. Mais ma question, c'est une question par rapport à la CREC, la protection sociale, l'humain. Où c'est un pilier dont on a raté. Beaucoup de pays n'ont pas pris l'accompagnement psychosocial au niveau communautaire, au moment de stress, au moment de dépercussion. Et c'est des causes qui ont beaucoup amené des rumeurs par rapport à tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et jusqu'à même la vaccination, psychosocial, accompagnement, protection sociale, des groupes vulnérables. Et d'autant plus maintenant, si on voit des populations avec comorbidité, diabète, hémophile, tension, extra, quelles sont les stratégies que l'OMS ou les pays ont pu déclencher pour prendre en charge ces groupes vulnérables en situation d'urgence. Et l'autre aspect, on parle d'accès aux soins. Moi, personne handicapée, femme qui est dans une chaise roulante, qui fait un AVC ou bien qui veut prendre sa tension, arriver au centre de santé, il n'y a pas une toilette dédiée pour cette femme qui a besoin de faire ses besoins spécifiques. Quelle est la stratégie qu'on doit pouvoir adresser pour que ces populations dites démunies puissent avoir, avec les espaces de centre de santé, il n'y a pas quelque part une toilette pour ces personnes, femmes handicapées qui sont dans des chaises roulantes. Merci. Très bien. Le rapporteur. Bonsoir à tous. Merci, Président, de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Dr Mohamedou Moustapha Bodian, je suis médecin urgentiste. Et donc, c'est un privilège pour moi de parler dans cette assemblée. Connaissant les méfaits, en fait, toutes les conséquences qui se trouvent derrière ces maladies transmissibles, à savoir les AVC, les infrastructures du myocarde et les insuffisances rénales, pour n'en citer que cela, et qui touchent de plus en plus les jeunes. On voit maintenant des personnes de plus en plus jeunes, à partir d'une tranche d'âge de 25-30 ans, qu'on voit qui développent ces conséquences justement de ces maladies non transmissibles. Moi, je me dis que je vais rejoindre le professeur Ouedraogo. Pour régler ces problèmes, on a deux outils, deux leviers importants. Le premier levier, c'est les médias. Ce sont les médias. Il faut qu'ils nous aident davantage. Comment ?
pour la publicité des bouillons, des produits alimentaires, au lieu d'aller taxer ceux qui font passer le bon message, ceux qui disent aller faire du sport ou manger des fruits et des légumes, à l'opposé, aller taxer ces industriels qui viennent vous proposer des spots publicitaires pour faire passer ces messages. C'est important. Le deuxième levier, c'est le législatif. C'est bien de mettre en place des lois. Il faut corser davantage ces lois et surtout les faire appliquer dans toute leur rigueur. Comment ça? Corser davantage les lois, c'est-à-dire taxer davantage ces produits toxiques. Tout ce qui est tabac, produits alimentaires manufacturés, importés, les taxer davantage. Ce n'est pas normal qu'un paquet de cigarettes coûte moins cher en Afrique qu'en Europe. Ce n'est pas normal. Alors qu'on a des systèmes de santé beaucoup plus faibles et moins, je dirais, moins réactifs par rapport à ces pays développés. Et eux, ils ont compris. Ils ont compris que, en fait, il faut qu'ils règlent les situations au niveau de la racine. Et cette racine, c'est au niveau des pouvoirs publics, c'est au niveau de la communauté, mais c'est au niveau aussi des médias qui font vraiment, qui véhiculent ces messages de bonne santé, ces messages de style de vie, ces messages de consommation. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. J'y tenais pour faire passer ces quelques mots. Si, merci. On va demander donc aux panélistes qui ont été interpellés de réagir rapidement. C'est surtout notre journaliste qui a le plus été interpellé. La députée aussi a été interpellée et l'OMS va compléter pour ce qu'elle fait, pour la médecine traditionnelle, pour les personnes en situation de handicap, ainsi de suite. Mais les autres aussi peuvent ajouter quelques incises. Donc, Ok, merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui ont adressé une question. Alors, professeur, vous avez dit, il y a des messages. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les déconstruire, on va dire, si je veux m'assurer que j'ai compris la question. En fait, c'est une question importante parce que ces films communiquent sur les médias. Et c'est sur les mêmes médias que nous travaillons, on va dire. Notre réseau, c'est pas un réseau ça répond à la question de madame, n'est pas un réseau de journalistes, c'est un réseau de médias. Ça veut dire que ça implique, madame, en même temps, les patrons de presse. Ce qui se passe généralement, un journaliste peut aller faire des reportages, s'il n'a pas été envoyé par son employeur, quand il arrive, même quand le sujet est bon, ce n'est pas toujours évident que le sujet puisse passer ou passer à des moments intéressants. On va passer quelque chose quand on n'a rien à passer. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors qu'il y a des heures, comme on l'appelle, des heures de grande écoute. Alors ce que nous avons déjà commencé à faire à la suite de votre question, c'est que nous voulons vraiment engager ceux qui détiennent les médias. Ce sont les directeurs des médias, les directeurs de publications, les directeurs des radios, les directeurs de télévision. C'est vrai qu'on est dans un contexte un peu compliqué où il y a des médias privés, il y a des médias publics. Les médias publics appartiennent à l'État. Donc il y a une démarche à faire. Et modestement, je peux vous le dire, nous on a fait cette démarche à Abidjan. Moi, j'étais le premier président du REP-MASI, le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire. Quand on arrivait en 2003, j'étais à l'intérieur d'abord, mais quand on m'a affecté, il était plus facile pour quelqu'un qui organisait un concert au stade Houphouët-Boigny de payer moins que quelqu'un qui venait parler d'un sujet de santé. Et bon, on va dire en l'occurrence le sida par exemple. Et les gens pensaient qu'il y avait tellement d'argent dans le sida que c'était une opportunité pour eux. Donc moi, j'ai rencontré le DG de la RTI et on a réglé ce problème. Et on a créé le REP-MASI. Maintenant, c'est nous qui allions vers les spécialistes, les ONG, et quand ils venaient vers nous, ils n'avaient rien à payer. Ils avaient juste à donner leurs compétences. C'est ça qui nous manque le plus. Donc ce que je veux dire, en quelque sorte, une arme peut
détruire une autre arme. Ils ont une arme, mais on a une arme plus grande parce que les médias nous appartiennent. Ce qui nous manque, c'est d'abord le message qu'on va passer, parce que nous, on est journalistes, on n'a pas forcément le bon message. Donc, ça veut dire que ça pose des problèmes de formation pour les journalistes et de spécialisation aussi pour les journalistes, mais ça pose aussi, il ne faut pas se manquer, des problèmes financiers. Et ça, je termine sur ce point. Alors, il y a quelque chose qui est très complexe quand on parle des médias. Il y a l'organe de presse qui donne des informations et il y a l'entreprise de presse qui doit faire des profits. Quand quelqu'un vient pour dire qu'il a 20 millions pour injecter dans la publicité d'un produit, quelquefois les gens ne réfléchissent plus. Parce qu'ils voient l'argent tout de suite. Ils ont des impôts à payer. Ils ont le personnel à payer. Je ne sais pas si vous comprenez, professeur. Donc, c'est un combat permanent. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Eux, souvent, ils ont 30 secondes pour parler. Hein? Mais nous, on a 1 heure, on a 2 heures. Tout ce qu'ils ont dit là, on a capacité de détruire ça. Mais il faut qu'on ait le bon message. Bon, le temps n'est pas suffisant vraiment pour aller plus loin sur ce sujet. J'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Ce n'est pas peut-être la réponse, mais nous, on s'est engagé à ce que vous dites là. Ce que vous dites là, c'est pour ça qu'on a mis le réseau. Et notre réseau, c'est un réseau des médias. Évidemment, les médias ont comme porte-voix les journalistes. Voilà, donc c'est des journalistes qui sont dans le réseau, puis c'est les médias étant des personnes morales, représentées par les personnes physiques que sont les journalistes. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà, alors, pour aller sur la deuxième question, bon, elle pourra aller un peu plus vite. Je crois que maman, j'ai aussi répondu à parce que c'est la même question que vous aviez posée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer les patrons de presse? Pour nous, le concept qu'on a fait, c'est un concept de patron de presse. Même si ça peut ne pas démarrer avec ça. Dans notre réseau, nous avons créé on va dire des structures qu'on a mis pour aller sensibiliser les médias eux-mêmes. Les médias ont besoin d'être sensibilisés. Parce que quand vous voyez les médias, il y a beaucoup qui voient les projets de santé comme des opportunités d'argent. Alors qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas, enfin, pour ne pas dire nous-mêmes, nous ne sommes pas exemples des problèmes dont on parle. Je connais des journalistes qui sont morts du VIH. J'en connais qui sont morts d'AVC. Actuellement, à Abidjan, on est en train de faire le funérail d'un collègue. Donc, vraiment, nous, si ils n'ont pas pris conscience, c'est un peu difficile. Voilà. Eux, ils voient l'argent. Parce que quand quelqu'un crée, surtout les médias privés, bon, le gars te dit, bon, j'ai des dépenses, comment je fais? Oui, on peut régler les problèmes d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, on a décidé de travailler avec les patrons de presse et non seulement les journalistes. Je ne sais pas si vous comprenez. La dernière question c'était, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, ça, c'est une question qui peut durer. Je pense que je vais survoler ça, parce que quand on a créé le REMAPSEN, c'était en 2020, on était en plein Covid-19. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire vraiment des webinaires d'information. Habituellement, les gens vont vers les médias, mais nous, on a changé l'ordre. On dit, nous, maintenant, on va aller vers les partenaires, les spécialistes. Donc, chaque mois, depuis 2020 jusqu'à ce jour, chaque mois, nous avons un thème que nous prenons. Nous cherchons un spécialiste qualifié, c'est nous qui le cherchons, qualifié. Donc, quand il parle de ça, il n'a plus rien à payer avec nous. Il n'a pas demandé à venir à nous. Donc, on a demandé aux spécialistes de nous parler donc d'un sujet. Et quand on finit, ce qui est important, c'est que tous les 27 pays membres du réseau font des publications sur le même sujet dans leur pays. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose qui nous paraît assez intéressant à dire. C'est une innovation un peu dans le secteur et nous pensons que ça va porter des fruits, mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas besoin pour certaines choses de moyens financiers. Parce que l'information peut être gratuite, mais la recherche de l'information est payante. Parce que si quelqu'un doit aller à 70 km de Dakar pour rechercher une information, il ne va pas à pied. Il doit dormir. Voici, c'est de ça que je parle. Mais ce n'est pas une affaire de dire, bon, il faut payer ça pour que ça passe. Ce n'est pas ça le dossier. Nous, on a besoin que nous soyons accompagnés pour aller vraiment faire de la sensibilisation, prendre des témoignages avec les populations, parce que là, c'est de ça qu'on parle ici. Interroger certains communautaires sur comment ils travaillent, etc., etc. Voilà. Donc,
les webinaires, nous les faisons, mais nous faisons aussi des forums des médias qu'on organise au moins une fois l'année, où nous nous retrouvons tous dans un pays. On était ici l'année passée, cette année, on est en train d'aller à Lomé pour faire donc une activité sur la santé des enfants. Donc, je voudrais vraiment m'arrêter à ce niveau. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon, le temps nous fait défaut. On va passer à Madame la députée pour élaborer sur, par exemple, les publicités, mais il y avait d'autres questions. On a pu interdire la publicité des cigarettes. Pourquoi les bouillons, ça court les rues? Pourquoi les boissons sucrées? Pourquoi les autres? On n'arrive pas à interdire. Merci. Oui, je pense qu'il faudrait davantage de volonté politique pour mener à bien tous ces combats contre ces dangers liés à la santé des populations. Et pour la question des bouillons, par exemple, il y a une taxe de plus de 25% au Sénégal avec la loi de finances rectificative maintenant qui garantit plus de 25% de la taxe. Mais mieux, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut éduquer la population à délaisser ces pratiques-là. Aujourd'hui, avec le ministère de la Santé, avec Dr Anne qui n'est malheureusement pas là, il y a un livret de recettes des produits locaux. Aujourd'hui, je pense que les organisations, les partenaires techniques et financiers devraient accompagner la vulgarisation de ces produits locaux, de cette publicité des recettes qu'il y a pour la bonne santé des populations. Malheureusement, c'est des documents qui sont là, mais qui peinent à être vulgarisés, qui peinent à être mis en lumière. L'autre chose, je suis de ceux qui pensent également, même si le député est celui qu'on demande de se prononcer sur tout, sans qu'il ne soit expert de tout, il faudrait davantage renforcer les capacités des parlementaires, pour ma part, sur les questions liées aux maladies non transmissibles, sur les questions liées au One Health, etc. Parce que ce que nous avons à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est une commission de la santé, de la population, qui travaille sur beaucoup de sujets. Les députés qui sont là, ou qui composent cette commission, sont au nombre de 20. Souvent, ils n'ont pas toute l'expertise requise pour pouvoir porter, parce que quand souvent le ministre se déplace, il se déplace avec toute son équipe. Il se déplace avec ses conseillers techniques, il se déplace avec ses chefs de service, mais le député, il est là, souvent, au Sénégal, on a une quinzaine d'assistants parlementaires pour un nombre de 165 députés. Je pense que c'est un nombre très limité qui ne permet pas aux députés d'avoir toutes les informations requises pour pouvoir challenger les gouvernements ou l'exécutif à mieux décider pour la santé des populations. Je pense également qu'il faudrait davantage, ou bien qu'il faudrait aller vers des réformes majeures. Au Sénégal, nous ne disposons pas de loi sur l'accès à l'information. Pour que l'Américain puisse, par exemple, voir qu'est-ce que cette bouteille contient, par exemple, mais le droit à l'information, le droit à l'expression est garanti dans la Constitution. Donc, je pense aujourd'hui, pour une meilleure gestion de la santé des populations, nous devrions disposer de lois sur l'accès à l'information qui permettraient aux citoyens de voir qu'est-ce qu'on leur vend dans les grandes surfaces et pour pouvoir permettre demain aux autorités compétentes de pouvoir faire le travail nécessaire. Je pense également qu'il soit intéressant d'intégrer les parlementaires dans le comité multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles. Vous y verrez les directions générales plutôt. Vous y verrez le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'eau, le ministère... Mais c'est le député qui vote tous les budgets de ces ministères sectoriels. D'où la nécessité, à mon humble avis, de les impliquer si nous voulons avoir une influence positive sur ceux-là à qui on a délégué le pouvoir. Donc, je pense également, pour résumer, qu'il soit intéressant de mettre en place le réseau des parlementaires
sur les maladies non transmissibles au Sénégal. Au-delà, comme on a des réseaux sur la sécurité routière, comme on a des réseaux sur la transparence et la bonne gouvernance des ressources minérales. Donc je pense aller aujourd'hui vers la mise en place d'un réseau parlementaire sur les maladies non transmissibles aiderait vraiment à pouvoir porter toutes ces questions, à faire la documentation nécessaire, à renforcer les capacités des parlementaires sur ces questions-là, afin que demain, qu'ils puissent challenger les décideurs et qu'ils puissent, pour moi, il est important, le revers politique public est important. Et là où on peut vraiment créer des politiques publiques en faveur des populations, c'est à l'Assemblée nationale, d'où la nécessité de les Merci beaucoup, Madame la députée. La voix de l'OMS est attendue maintenant pour nous éclairer. Merci, professeur. Je pense que tout a été tellement clair. Pour juste rebondir sur le dernier point évoqué par l'honorable Mariam, sur le réseau des parlementaires. Pour que ces réseaux soient efficaces, il faut qu'ils fassent partie d'un réseau plus grand et multisectoriel, donc où les parlementaires sont représentés, les scientifiques, les médecins, les professeurs, etc. J'ai vu ça dans plusieurs pays développés pour ce qui est des maladies tropicales négligées. J'ai vu ça en Angleterre, en Allemagne, au Canada, etc. Donc ça permet non seulement d'avoir le réseau de parlementaires, mais d'avoir encore un network beaucoup plus important. Et je pense que nous avons vu que, avant de continuer, je dois déjà féliciter les Badianougor, je ne l'ai pas fait au début. Je pense que le travail qu'elles font est extrêmement important et ça avance d'année en année. J'espère que l'année prochaine, vous allez amener quelques Nidiaïgor. Il sera... N'est-ce pas? Vous serez les patrons et on aura quelques Nidiaïgor quand même qui vont s'activer. Et donc, la communication de le risque et l'engagement communautaire, c'est vraiment une approche transversale qui doit concerner toutes les maladies. Vous avez entendu le professeur Roque a parlé du travail que nous avions fait au Mali avec les praticiens, mais aussi avec beaucoup d'autres segments de la société, ce qui nous avait permis à l'époque de réagir très rapidement par rapport à l'épidémie d'Ebola et de la contrôler. Mais je pense qu'un élément essentiel qui est la confiance entre la population et les techniciens, la confiance entre les populations et les décideurs. Il faut pouvoir tenir un langage de vérité, expliquer clairement ce qu'il y a, quels sont les risques et quelles sont les mesures que la population peut faire pour se protéger contre ces risques. Et quand on investit sur des actions structurées comme les Badianougor, les praticiens et autres, on peut avoir des résultats durables qui peuvent être maintenus même en l'absence de financement conséquent. Et c'est la même chose avec le professeur Doumbia quand j'étais au Mali sur le volet renforcement des capacités et formation. Tous les programmes que nous avions initiés aujourd'hui sont maintenus, ont été même plus développés. Je pense que nous devons encore avoir une approche intégrée, penser à la personne, à la communauté et aux déterminants de la santé. Parce que ces mêmes personnes sont exposées à des maladies transmissibles et à des maladies non transmissibles. On ne peut plus se payer le luxe de dire aujourd'hui on va aller voir les populations pour juste parler des maladies infectieuses et demain nous reviendrons pour parler des maladies non transmissibles. Cela est révolu. Nous avons vu pendant la pandémie que les personnes qui ont des maladies non transmissibles sont plus vulnérables, exposées donc aux infections. D'où la nécessité donc d'avoir une approche globale et centrée sur la population. Et donc, je pense que le rôle des journalistes est extrêmement important et c'est pour ça que le travail doit se faire en amont. On ne peut pas attendre d'avoir une crise ou un problème aigu pour appeler les journalistes ou pour appeler les communautés et les populations. C'est un travail de tous les jours et qui permet de prendre l'individu dans son cycle de vie, depuis la femme enceinte, depuis donc, la néonatologie, depuis la petite enfance, depuis l'école, etc. Nous devons avoir un cycle complet de promotion de la santé et de prévention de ces maladies. Je pense que c'est essentiel pour un succès durable et pour une population en bonne santé et qui peut avoir un rendement économique utile. Merci beaucoup. Voilà, cette voix éclairée met fin à ce panel. On aurait beaucoup aimé discuter, réécouter le ministre de la Santé de Centrafrique, mais bon,
Je crois qu'on a débordé sur tous les plans et les organisateurs vont nous tuer. Et je pense que merci à tous d'avoir été si assidus et le forum. Merci.